je suis... non, que personne ne tousse. Ça commence bien. Je vais demander à Antoine Danchin, qui est un spécialiste de renommée internationale sur cette question, de réagir un peu d'abord peut-être sur l'aspect scientifique du film. Après, on parlera du film peut-être. Hein, mais... Oui. J'avoue que je n'avais pas vu le film, en fait. Donc j'ai été un peu surpris par le côté gore des choses. Je pense que ça, en fait, d'une certaine manière, ça enlève un peu de la force de ce que ça pouvait véhiculer comme message. Alors, le message principal est donc le début d'une pandémie. Est-ce que nous avons des exemples de ce genre de choses? Oui. Je pense que nous avons un exemple assez intéressant qui était le SRAS. Il se trouve que j'avais fondé une co-entreprise entre l'Institut Pasteur et l'Université de Hong Kong juste à ce moment-là. Donc j'ai assisté au commencement du SRAS. Et en fait, sur le site qui est le mien, que j'avais créé à l'époque, je décris jour par jour ce qui était perçu et ce qui arrivait au moment du SRAS. Alors, je n'ai rien changé, sauf enlever les liens qui décrivaient la chose, parce que malheureusement, Internet est très instable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On vous dit que toute la connaissance se trouve dans Internet, etc. En fait, elle se perd à une vitesse absolument extraordinaire. Et donc, une grande partie des traces de ce qui s'est passé à l'époque ont disparu, et j'avoue que je le regrette. J'aurais dû moi-même faire des copies des liens plutôt que de les mettre, parce que j'avais à l'époque, c'était donc en 2003, j'avais à l'époque l'impression que les choses seraient stables et qu'on pourrait s'en servir comme référence pour le futur. Alors ici, il s'agit donc d'un cas particulier de la grippe aviaire H5N1. Effectivement, elle a commencé à contaminer l'homme en 1997 à Hong Kong, et un des médecins locaux, qui s'appelait Kwai Yuen, avait fait une prédiction très alarmiste qui ressemble assez à ce qu'on voit ici. Vous voyez que c'était il y a 20 ans, et ça n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est un point qui est assez important. En général, on ne sait pas très bien comment se déclenchent les pandémies. La grippe H5N1 existe toujours. Elle infecte toujours de temps en temps un être humain à partir d'un animal, mais elle n'a pas évolué, par chance, sous une forme de grippe qui serait véritablement dangereuse. D'autre part, les symptômes qui sont décrits ne correspondent pas vraiment à la réalité. Les choses ne sont en général pas aussi rapides. Mais à nouveau, le SRAS nous donne un exemple, je crois, très intéressant. Et puisque nous sommes ici dans une réunion qui contient des gens de toutes sortes, je suppose, je pense qu'il serait très intéressant de faire une analyse rétrospective sociologique de ce qui s'est passé. Et là, le cas est très particulier. À Hong Kong, donc, la maladie s'est développée très rapidement à partir d'un patient qui a contaminé dans un hôtel via l'ascenseur un grand nombre de personnes qui se sont retrouvées au Vietnam, à Toronto. Et donc ça s'est immédiatement étendu dans le monde entier. Donc on est dans un scénario qui est assez différent de celui-ci où on pouvait encore faire la quarantaine et bloquer. En fait, les choses se répandent bien plus vite. Mais ce qui est très particulier, c'est que si on compare la façon dont la maladie s'est développée à Hong Kong ou à Toronto ou à Taïwan ou à Pékin, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes différences. Par exemple, il y a d'énormes contacts entre Hong Kong et Shanghai, et il n'y a pratiquement pas eu de cas à Shanghai. Et personne ne sait pourquoi. Ça montre bien que les choses sont quand même encore aujourd'hui très mal comprises. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, et j'aimerais bien qu'il y ait une enquête rétrospective solide là-dessus, c'est que le taux de mortalité à Hong Kong était le plus élevé du monde. 17%, ce qui est énorme en fait. Hein. Là, on parlait de 50%, mais vous imaginez une maladie qui tue à 17%, c'est immédiatement cause de panique considérable. Or, très près de Hong Kong, dans les environs, le taux de mortalité est beaucoup plus bas. Pourquoi ? Et là, je pense que c'est un message que je voudrais donner ici. Je pense que la solution est la suivante. Dans l'endroit le plus évolué du point de vue de la pratique médicale, les médecins ont cru, ne connaissant pas le virus, qu'ils pourraient essayer
de le soigner dès le départ. D'accord ? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un antiviral, d'ailleurs c'est tout à fait comme ici, le Tamiflu, etc., un antiviral et un anti-inflammatoire pour éviter que les gens ne s'étouffent tout de suite. Et dans les premiers jours, les patients s'amélioraient tout d'un coup de façon considérable, donc ils se sont dit, ça y est, c'est merveilleux. Mais 8 jours après, la maladie reprenait beaucoup plus. Évidemment, le problème des anti-inflammatoires, c'est que ce sont aussi des immunodépresseurs. Et donc, en fait, la maladie reprenait puisqu'on avait enlevé le système qui permettait de lutter contre la maladie. Dans les régions voisines, à Canton, en fait, on n'avait pas ces moyens, on n'avait pas l'argent correspondant, et donc on a eu recours à la médecine traditionnelle chinoise. Alors, la médecine traditionnelle chinoise a la propriété de ne rien faire, donc elle ne tue pas le patient. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, un message extrêmement important. Quand on ne sait pas, il vaut mieux ne rien faire. C'est la première. Croire savoir est potentiellement extrêmement dangereux. Donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'il est très utile d'avoir des médicaments de type placebo, parce qu'ils permettent de rassurer la population tout en ne les tuant pas. Ce qui est, à mon avis, un point très important. Donc ça, c'est juste un petit message sur une maladie qui a déjà existé. Et actuellement, donc on peut s'interroger sur d'autres pandémies possibles. La grippe reste effectivement une des maladies très dangereuses. Là, je pense que le taux de mortalité serait très inférieur à 50%, mais à nouveau, quelques pourcents suffisent pour créer des paniques absolument épouvantables. Et là, ce qui est assez bien décrit, c'est ce qui correspond à l'envahissement des drugstores, des endroits où les gens se battent pour préparer leur futur chez eux, etc. La panique est ce qu'il y a de pire. Donc ça, c'est un point très important d'essayer d'avoir un contrôle sur ce qu'on comprend et essayer de le dire au fur et à mesure. D'autre part, l'idée quarantaine est une très bonne idée. En fait, c'est grâce à ça que la Chine a bloqué la maladie. La Chine, c'était 1,4 milliard de personnes. Si jamais la maladie avait dépassé les limites à Pékin, le monde entier aurait été très, très, très gravement affecté. Les effets de quarantaine, la construction en une semaine d'un hôpital de 1000 lits temporaire à Pékin a été quelque chose d'absolument extraordinaire. En fait, les Chinois ont très très bien réagi. Ça a été une chance, d'une certaine manière, que cette maladie se développe en Chine. Alors, parce que les infrastructures politiques le permettaient. le permettaient. Si ça arrivait chez nous, je pense qu'on aurait des discussions un peu du genre de ce qu'on a vu dans le film, avec des difficultés de prise de position, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Là, il faut vraiment une position très, très forte. Alors maintenant, est-ce que réellement on risque quelque chose comme ça ? Je pense que le danger est essentiellement lié au comportement humain. En fait, la plupart de nos maladies sont liées à nos comportements. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Les mécanismes de comportement, y compris le fait de prendre le métro, etc. Donc il faut essayer d'avoir... il se trouve que je revenais à Paris juste au moment où la maladie commençait à devenir un peu hors de contrôle, et il y a eu une conférence de presse où j'étais invité, et les journalistes, je les regardais dans la salle, parce que je n'étais pas aveuglé comme si, donc je ne vous vois pas, je ne peux pas vous faire un commentaire sur vos comportements, mais ce qui était tout à fait remarquable, c'est qu'ils se touchaient tous la figure. Et ça, c'est vraiment la dernière chose à faire quand on a des maladies de type grippe et autres, parce que qu'est-ce qui se passe ? On commence à se contaminer les mains, ensuite on va toucher quelque chose et ça va contaminer de façon systématique. Donc il y a toute une série de comportements à apprendre et qui serait très utile. Alors je ne sais pas du tout si les systèmes d'éducation, d'hygiène, etc. sont bien répandus, mais disons qu'en cas d'épidémie, le problème est de comprendre comment se propage la maladie. Par exemple, Ebola est une maladie tout à fait épouvantable, mais par chance, elle n'est contagieuse que par contact direct. C'est-à-dire, si on ne touche pas la personne infectée, on ne risque pas d'attraper la maladie. Donc elle est confinée très vite. En Afrique, elle s'est répandue de façon très violente parce que les coutumes locales font qu'on doit
laver les défunts, les toucher, etc. Donc, alors, effectivement, c'est littéralement atroce, puisque la maladie se contamine directement. Le SRAS n'était pas trop un problème. Si vous allez en Chine, vous le remarquerez, quand on arrive dans les aéroports, en fait, on passe devant des caméras infrarouges qui vérifient si vous avez la fièvre ou non, et si vous avez la fièvre, on vous met de côté immédiatement. Le SRAS était une bonne maladie, si je peux dire, puisque la contagion ne venait que de gens qui avaient la fièvre, ce qui n'est pas le cas de la grippe. Donc la grippe est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle peut être contagieuse avant qu'on ait la fièvre. Donc c'est très difficile c'est très difficile à repérer. Mais d'autre part, les programmes de vaccination, etc., jouent un rôle protecteur, même partiel, donc qui peut jouer un rôle important. Alors là, il y a un message qui n'est pas donné là-dedans dans ce film, parce qu'il y a une confusion entre la vaccination, les anticorps, le sérum de convalescence. Il y a toute une série d'erreurs, disons, scientifiques. Mais la vaccination est une méthode de protection très importante. Et curieusement, je me demande si ce n'est pas dû à M. Kouchner. Curieusement, la France, qui était un des pays les meilleurs pour la vaccination dans le monde, est en ce moment en train de descendre extrêmement vite dans le taux de vaccination pour un très grand nombre de maladies. Et là, on voit réapparaître un très grand nombre de problèmes tout à fait sérieux dus au fait que la population ne se vaccine pas. Et ça, c'est très difficile de faire passer le message. On comprend bien, quand on voit un film de ce genre, les risques qui sont liés au fait de ne pas accepter de se protéger pour les autres. Pas seulement se protéger soi-même, mais le fait d'être vacciné, de ne pas attraper la maladie, permet de ne pas la communiquer à d'autres. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, ce qui n'est pas dit non plus là, qui manque, c'est l'espèce de hiérarchie qu'il faut pour essayer de voir quelles sont les personnes qu'il faut protéger en premier. Et là, c'est par évident, c'est le personnel médical, et ça s'est vu à Hong Kong. D'ailleurs, le personnel médical est tombé le premier, le plus malade de très loin. C'était une maladie des personnels médicaux. Mais parce que jusqu'à cet épisode du SRAS, on ne prenait pas au sérieux ce risque qui est décrit ici. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux, mais qu'on ne sait pas vraiment de quel endroit ça peut arriver. Typiquement, H5N1, c'est, si je peux dire, amusant. C'est vraiment, la prédiction pandémique était en 1997, on est 20 ans après, et ça n'a pas eu lieu. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Alors, d'autre part, ce qui est important de connaître, c'est le chemin des maladies. Alors, les malheureux oiseaux, ici, se font tuer. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La grippe est une maladie, en fait, des oiseaux, des anatidés, des oiseaux de la famille des oies et des canards. C'est une maladie qui, généralement, chez ces animaux, est totalement inoffensive, comme la varicelle chez nous, que chez l'homme. Mais il se trouve, et c'est pas par hasard que ça vient de Chine, il se trouve que la Chine, la petite exploitation chinoise, c'est typiquement une ferme avec une mare, des canards et un cochon. Et d'ailleurs, le signe le caractère chinois qui indique la famille, c'est le cochon sous un toit. C'est une façon d'être le bonheur. Et donc, typiquement, ce qui se passait, c'est que la grippe passait du canard au cochon, puis du cochon à l'homme. D'accord ? C'est ce genre de chemin qu'il faut essayer de comprendre. C'est pas toujours un chemin direct ou très simple. C'est un chemin qui passe éventuellement par des intermédiaires, qui peuvent être des animaux de compagnie, qui peuvent être des animaux de rente qu'on mange, etc. Donc, surveiller les oiseaux, oui. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Et l'un des réservoirs, qui était d'ailleurs le réservoir du SRAS, qui sont les plus importants, ce sont les chauves-souris en général, parce que curieusement, alors c'est controversé, il y a une grande discussion sur l'origine des chauves-souris par rapport à l'origine des primates, mais nous sommes des cousins assez proches des chauves-souris. Et en fait, ce qui n'est pas compris généralement, c'est que plus quelque chose est proche de nous, plus il est dangereux. Plus il est éloigné, moins il est dangereux. Et alors, un très grand nombre de pratiques humaines sont liées au fait justement de ne pas avoir peur de ce qui est proche de nous. On n'a en général pas peur du sang. Or, les maladies transmises par le sang sont très nombreuses et éventuellement extrêmement dangereuses. Et ce genre de manque de perception fait, par exemple, qu'il y a une pression sociale assez forte, par exemple en ce moment, pour essayer de faire en sorte qu'on humanise des animaux, c'est-à-dire qu'on les transforme plus ou moins en porteurs d'organes humains, qu'on pourra ensuite greffer à l'homme.
Et ça, potentiellement, je pense que c'est extraordinairement dangereux. En effet, les animaux comme le porc, par exemple, ont un très grand nombre de rétrovirus, c'est-à-dire des virus qui se sont insérés dans leur génome et qui, à l'occasion justement de la fabrication d'un hybride, pourraient se propager et ensuite revenir à nous. Typiquement, le sida, c'est une histoire de ce genre, c'est une maladie de la boucherie de primates. C'est essentiellement comme ça que ça a commencé. Et je pense que... Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de susciter pendant très nombreuses années, qui était de quoi sont malades et de quoi meurent les bouchers ou les personnes des abattoirs. C'est une question très simple. Eh bien, à chaque fois que je vais dans un ministère, quel que soit l'endroit en Europe, on me répond « Mais monsieur, vous n'y pensez pas, qu'est-ce qu'on fait si on trouve quelque chose ?» D'accord. Donc c'est pour vous dire que, oui, ce film est tout outrancier, etc., mais nous ne sommes pas du tout à l'abri d'un accident de genre qui se déroulerait sur une période beaucoup plus longue, avec des épisodes différents, mais qui serait probablement beaucoup plus rapidement mondialisé. Donc un certain nombre d'éléments sont certainement très réalistes. Bon, j'ai trop parlé. C'est très bien, c'est passionnant, mais alors on va rester peut-être sur l'aspect vérité scientifique du film. D'abord, après on parlera du film en tant que fiction. Est-ce que dans la transmission, est-ce que ça se passe comme ça, par le fait que quelqu'un tousse et puis... Oui, dans ce cas-là, pour cette maladie, oui. Si c'est la grippe, c'est certainement. Bon, mais dans beaucoup de cas, ce sont les mains. Le fait de se toucher la figure. Là, c'est tout à fait clair. Les muqueuses transmettent très facilement, les yeux en particulier très facilement, les larmes. Enfin, et alors est-ce que par exemple le fait que le secouriste et la maman de la petite fille, de Mireille, eux ne sont pas contaminés? Ça, c'est pas du tout normal. Ça, c'est le cinéma. Ça, c'est oui, ça, c'est le cinéma. Non, la petite fille a été contaminée. Oui. Mais normalement, non. Ça, c'est... Alors, il y a aussi un élément assez important à connaître. Le polymorphisme humain est très très grand. Comme vous le savez, d'ailleurs, il suffit de regarder cette salle, je ne vous vois pas, mais j'imagine, nous sommes tous différents. Et ça se reflète en particulier par l'état de la surface de nos cellules. Nos cellules sont différentes, elles ont des... Or, il se trouve qu'un virus, par exemple, ce qui est typiquement pourrait causer des pandémies, un virus doit entrer dans les cellules par un contact avec la surface. Et s'il n'y a pas les objets qui permettent ce contact, tout simplement, le virus ne rentre pas et ça ne marche pas. Donc il y a toujours une partie non négligeable de la population qui résiste parce qu'elle n'a pas les récepteurs. Ça, c'est un point important. Donc ça c'est quelque chose qui... Bon, il y a une deuxième partie, et je me demande si c'est pas ce qui s'est passé à Shanghai, justement, pendant le SRAS, qui a été immunisé par une autre maladie qui a produit des anticorps qui reconnaissent des choses dans le nouveau virus. Alors, typiquement, dans le cas du SRAS, en fait, il y avait eu en Europe une épidémie chez le porc dans les années 83-84 avec un coronavirus du même genre et qui, de façon très particulière, est passé d'un tropisme digestif, ça faisait essentiellement des diarrhées, à un tropisme pulmonaire, respiratoire. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est simplement parce que les récepteurs des cellules du tube digestif ne sont pas les mêmes que les récepteurs des cellules du tube digestif, des poumons ou du nez, et ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de se rendre compte qu'il suffit d'une petite variation de la surface du virus pour qu'il change de tropisme. Ça, c'est quelque chose. Et donc, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre de penser se toucher les mains, etc., que ça va aller vers les poumons. C'est typiquement quelque chose qui arrive assez facilement. Donc ça, les modes de contagion sont finalement assez peu étudiés et peu enseignés. On vous parle d'hygiène de façon assez générale, mais on a une certaine réticence vis-à-vis de comprendre la façon concrète dont les choses se passent. Alors, je prends des trucs un peu basiques, mais le rescapé du container, ça c'est vraisemblable ? Qu'il y ait un ou plusieurs rescapés. Alors, dans ce cas précis, c'est un rescapé un peu particulier parce que c'est un rescapé qui, en fait, a été infecté et guéri. Alors, ça existe aussi.
Ça fait partie du système général de survie des animaux que nous sommes. Grâce à la variabilité des surfaces, donc on n'est pas nécessairement infecté, mais il y a une deuxième variabilité qui est dans la réponse immunitaire. Et un certain nombre de personnes, par leur propre histoire, peuvent effectivement résister à telle ou telle maladie. Donc ça c'est plausible. Ça, c'est plausible. Et à partir de ce personnage, on peut... Alors, ça n'est pas toujours vrai. Alors, l'idée ici était de soigner les gens avec sérum de convalescent. Je pense que dans les maladies infantiles qui étaient un peu sérieuses, c'est quelque chose qu'on a utilisé pas mal. C'est l'idée de se dire que l'individu qui a guéri a produit des anticorps contre le virus, et c'est ce qui lui a permis de résister. Si on peut purifier ces anticorps et les réinjecter à quelqu'un, ben ça lui permet temporairement, en tout cas, de résister. Mais c'est là où il y a une confusion. Ça ne permet pas du tout à l'individu qui les aura reçus de fabriquer lui-même des anticorps. Ça lui permet de gagner du temps pour que son propre système immunitaire marche. Mais ce système de l'usage du sérum de convalescent ne marche pas toujours, loin de là. Et puis, c'est très, très lourd à mettre en œuvre, parce qu'il faut le purifier, évidemment. Alors, encore une autre question. Cette contagion généralisée qui touche tout le monde, donc c'est le sens grec du mot pandémie, quelle est la distinction avec l'épidémie ? Alors, ça c'est très simple. L'épidémie, c'est le fait d'avoir un organisme pathogène qui se répand d'un individu à l'autre et se répand un peu partout. Pandémie, c'est simplement, justement, en l'occurrence, ça n'est pas une pandémie, puisque c'est local à la Corée. Pandémie voudrait dire que c'est une épidémie répartie dans le monde entier. Pandémie, c'est simplement ce mot qui est le monde entier est atteint. Et pour le SRAS, si je me rappelle bien, le chiffre était 10 000. Si on atteignait 10 000 dans le monde entier, on pensait que ce serait une pandémie. Donc ça n'a pas atteint le stade pandémique réellement. Mais on était très très près. Ça s'est arrêté vraiment à la frange, et puis ça s'est mis à descendre, heureusement. Et dans le cas d'une épidémie, d'une pandémie ou d'une épidémie de ce genre, la fabrication d'un vaccin, ça se fait en combien de temps? Parce que là, dans le film, c'est extraordinaire. Alors ça c'est un problème tout à fait sérieux. Ça dépend entièrement de l'agent pathogène. Dans un certain nombre de cas, on sait fabriquer des vaccins relativement vite, mais ça ne peut pas se faire, à mon avis, en moins de 6 mois. En particulier, on doit pouvoir gagner, arriver à peu près 3 mois ou quelque chose comme ça pour le personnel médical, mais c'est-à-dire avoir peu de doses de vaccins, mais des doses qui correspondraient au monde entier, il faut beaucoup de temps. Et alors pour la grippe, le problème est très particulier dans l'état actuel, parce que en fait le vaccin est fabriqué par la multiplication des virus sur des œufs embryonnés, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a des œufs qui ont été fécondés, et c'est ces œufs qu'on infecte par un virus, ça le multiplie, et après on purifie le vaccin. Alors, je vous ferai remarquer que c'est assez drôle du point de vue de l'intendance. Comment fait-on pour avoir des œufs embryonnés ? Eh bien, il faut des coques. Et en général, on n'en a pas assez. Donc ça, c'est un problème assez surprenant. Si on doit produire un très 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 grand nombre de vaccins, on est limité dans l'état actuel. Alors, il y a bien sûr d'autres techniques actuellement, surculture de cellules, etc. Mais le propre de la fabrication des vaccins est que c'était extraordinairement lourd à mettre en place. Alors, d'autre part, il y a un problème qui est très précis, qui est un problème économique. Si un vaccin marche, on vaccine les gens et on ne les vaccine pas très souvent. Donc l'intérêt économique est très faible. Donc personne n'a envie de faire des vaccins. Donc ça c'est quelque chose d'assez... Ça, c'est un peu la même chose que pour les antibiotiques. Tous les médicaments qui guérissent sont catastrophiques du point de vue de l'économie de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à connaître. C'est même assez inquiétant. Oui. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut, en tout cas pour les États, il faudrait réorganiser complètement la conception de ce genre de choses, puisque c'est quelque chose qui a un intérêt pour une population entière. On pourrait admettre que ces impôts servent à fabriquer des vaccins et des antibiotiques. Voilà. Mais un problème de santé publique pour tout le monde. Voilà, mais donc ça veut dire qu'il faut vraiment... Alors là, je vais passer tout d'un coup pour un révolutionnaire, mais c'est vrai qu'il faut changer pas mal nos schémas économiques. Bon.
On va y songer, on va poser la question à tous les candidates et les candidats. Le mot vaccin lui-même vient de vaccine, qui était la petite vérole de la vache, vacca en latin, disons la vache, bon, etc. Comment ça s'est, dans l'histoire de la médecine, comment les premiers vaccins ont-ils été découverts, et puis ensuite... Alors, là, il y a eu des traditions anciennes depuis très longtemps. Ah oui. Oui. Mais en l'occurrence, pour la variole, c'est Jenner en Angleterre qui avait remarqué que les fermiers qui avaient été infectés par leurs vaches n'attrapaient jamais la variole. Alors, il faut savoir que la variole est une maladie épouvantable et dans certains cas, elle atteint 75% de la population. Alors là, on n'est pas... Donc la variole, c'est véritablement très, très, très sérieux. Et c'est grâce au fait qu'on a vacciné la population massivement, j'ai été vacciné, je pense toi aussi, mais nos enfants, à partir de 1974, je crois, ne sont plus vaccinés. Donc si jamais la variole réapparaît, alors on peut se poser la question, on sait qu'on l'a éradiquée, mais du fait qu'on a séquencé le génome, la séquence est connue et il est possible de la reconstruire. Par conséquent, on peut considérer que la variole n'a pas été éradiquée. Et donc ça, c'est un conseil, c'est-à-dire qu'elle peut réapparaître par activité malveillante. Il se trouve que ce matin, c'est un peu un hasard, ce matin avait lieu à l'Académie des sciences une conférence de presse à laquelle je participais, sur les conclusions du Comité national consultatif pour la biosécurité à propos des usages malveillants de la biologie. Et j'étais chargé d'un groupe de travail qui travaillait sur la réécriture des génomes. Et justement, l'une de nos conclusions était celle-là. Le danger n'est pas dans les Frankenstein et autres monstres qu'on aurait pu fabriquer qui seraient particulièrement dangereux. Le danger est tout simplement de refaire ce qui existe. Et ça, les moyens existent maintenant. Donc, refaire la grippe de H1N1 de 1918-1919 devient possible. Et là, vous imaginez ce que ça peut faire. Ça fait, bon, c'était très loin des 50%, mais c'était quand même beaucoup de morts. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est effectivement, pour des actions malveillantes, la possibilité de refaire la variole, de refaire des virus existants. Je te reposerai la question de la guerre justement bactériologique, mais comme tu donnais quelques chiffres, j'ai regardé les grandes pandémies historiques, et la peste noire, effectivement, on chiffre à peu près à 25 millions de victimes entre 1346 et 1350, c'est-à-dire en 4 ans. Une ville comme Marseille a vu sa population à 80% disparaître, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est considérable. La grippe espagnole, alors là les chiffres sont controversés, c'était jusqu'à présent dans les manuels scolaires, moi j'avais appris ça entre 20 à 40 millions, entre 1918 et 1920, maintenant on est autour de près de 100 millions. C'est possible, c'est-à-dire qu'on ne savait pas dans toute la Terre. Voilà, dans toute la Terre, c'est vraiment impressionnant. Et puis le sida entre 1981 et 2006, 25 millions de morts. Oui, sûrement. Donc c'est au minimum. Bon. Alors, est-ce que... et alors, par exemple, pour prendre le cas de la malaria, pendant la guerre de sécession, 1 200 000 à 1,5 million de soldats nord-américains du Sud et du Nord... Non, mais c'était surtout la fièvre jaune. En fait. Oui, mais là, ils sont pas morts de ça. Hein. Ils ont été simplement, ce qui est déjà pas mal, contaminés. La fièvre jaune, par contre, a fait des morts. Alors, oui, alors, ce qui est très clair, c'est qu'une bonne partie de l'histoire vient des épidémies. C'est-à-dire que il est tout à fait clair que les États-Unis parleraient français si les soldats français de Louisiane n'avaient pas été massivement atteints par la fièvre jaune et n'en étaient morts. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on ne sait pas. Mais simplement, on a retiré nos contingents tout simplement morts. Ça n'avait plus aucun intérêt à partir du moment où les soldats mouraient. Et donc, les conséquences des maladies sont en général très considérables. La peste, ça, c'est un peu compliqué. On ne sait pas toujours exactement comment elle s'est arrêtée. C'est probablement lié à un mécanisme pour la première fois efficace de quarantaine, parce que pendant très longtemps, on avait installé la quarantaine, mais les personnes riches payaient le cordon sanitaire et passaient à travers. À partir du moment où on a tiré sur les riches, la peste s'est arrêtée. Ça, c'est aussi assez intéressant. C'est un très beau slogan, ça. On ne va pas l'utiliser.
Oui, et alors la première fois où il y a eu, enfin, le protocole de Genève en 1925 stipule l'interdiction des armes bactériologiques. Et bon, et alors à t'écouter, on peut imaginer non pas un savant fou, mais on peut imaginer une vraie politique d'État d'intervenir militairement. Alors ça a eu lieu de tout à fait, en particulier par le Japon. Voilà. Qui a infecté un très grand nombre d'endroits en Chine. Et les Chinois, aujourd'hui, en ont encore très peur. Ils sont particulièrement vigilants vis-à-vis de tout ce qui est guerre biologique, tout simplement parce qu'ils y ont été soumis. Ils ont reçu des bombes remplies de puces chargées de peste, etc. Ça a été effectivement très, très, très employé, oui. Alors, revenons-en au film avant de vous permettre à chacune et à chacun de poser des questions à Antoine. Le film a tous les ingrédients du film catastrophe, hein, assez bien fait, du reste à ce niveau-là. Sauf la fin, parce qu'on ne voit pas du tout comment ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête tout d'un coup? Et puis, bon, alors évidemment, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu trop long et un peu excessif dans le déploiement de la violence collective. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est au moins 3 niveaux. D'abord, la relation à l'autre, c'est-à-dire à celui qui vient d'ailleurs, qui est toujours un peu un bouc émissaire. La question des médias. L'importance de la télévision, des écrans, etc., et des informations, donc de l'information, et comment on informe, d'où les journalistes ont cette information, ça ne crée pas des rumeurs qui peuvent à leur tour créer de la panique, comme tu le disais, et puis ensuite la question de la décision politique. Oui, mais aussi la question de la décision personnelle, qui est d'une certaine manière un message plus qu'ambigu dans le film, puisque la mère essaie de sauver sa fille, et ce qui est absolument catastrophique en cas d'épidémie. Hein. Il faudrait absolument pas que ça arrive. Parce que là, il se trouve qu'elle est médecin, il se trouve qu'elle sait qu'il va y avoir le sérum de convalescent, etc. Mais normalement, c'était un moyen de justement propager bien plus dans les endroits, puisqu'elle arrive avec sa fille dans un endroit théoriquement non contaminé. Donc là, le message est franchement ambigu. C'est-à-dire le problème de ce genre de situation, c'est qu'il faut être très ferme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu, à propos de la grippe H5N1, toute une série d'instructions du gouvernement sur les différents comportements à avoir dans les différentes sociétés, dans les différentes compagnies, et le fait que très souvent, il faut rester chez soi, tout simplement, pour éviter de propager, éviter de prendre le métro, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux aller à pied à son travail plutôt que prendre le métro. Enfin, on voit assez bien ce qu'il faut. Mais quand les soldats rentrent dans les immeubles pour déloger des gens qui sont cachés dans leur salle de bain, ça, c'est pas du tout ce qu'il faudrait. Bah, c'est ça, il faudrait les laisser, au contraire. Au contraire. Ouais, c'est ça, d'accord, il faudrait les empêcher de sortir. Oui. Alors, voilà, profitez-en, non pas pour avoir une consultation, mais pour poser des questions à Antoine. Alors voilà, merci pour le micro, vous en avez un. Je voudrais savoir comment se fait-il qu'on puisse inoculer l'anticorps d'une tierce personne qui aurait résisté à une maladie et que cet anticorps ne soit pas détruit par nos propres anticorps qui sont censés normalement lutter contre tout ce qui vient de l'extérieur. C'est une très très bonne question et c'est ce qui explique la difficulté d'usage du sérum de convalescent. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement trier les anticorps de l'autre personne de telle manière à ne garder qu'une sous-catégorie qui n'est normalement pas reconnue par d'autres. Ça, vous avez parfaitement raison. C'est la même chose que les groupes sanguins. On devrait le rejeter aussitôt. Et effectivement, c'est ce qui explique que ça marche plus ou moins bien et rarement. Et donc comment techniquement c'est possible que quelque chose qui vienne d'un autre individu puisse ne pas être reconnu comme parce que nous sommes quand même très très apparentés. Donc si on fait un bon choix des différents objets, ils ne sont pas reconnus. De toute façon, chez nous, il existe quelque chose qui est, chez chacun, existe quelque chose qui est finalement assez mal compris. C'est ce qu'on pourrait appeler le réseau immunitaire. Quand vous êtes infecté par un agent extérieur et que vous faites des anticorps, vos anticorps sont nouveaux. Et donc, normalement, vous devriez faire des anti-anticorps contre eux. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et il y a tout un réseau qui se fait. Et c'est pour cette raison que les anticorps sont parfois efficaces, parfois pas efficaces. Parce qu'en fait, on est tout un réseau, puisqu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, c'est effectivement nouveau, donc on réagit contre. Donc il faut tout un cercle, c'est un peu comme on faisait un cercle qui se referme sur lui-même. Et effectivement, mettre quelque chose de l'extérieur pose problème. Mais dans ce cas précis,
comme ça fait partie de la famille des anticorps, le système est habitué à évoluer de telle manière à ne pas le reconnaître trop comme étranger, disons. Sinon, une deuxième question. Pour quelles raisons certains vaccins ont besoin d'une piqûre de rappel tous les... Ah, ça c'est... Et puis d'autres vaccins, on a l'impression qu'une seule piqûre, ça y est, on est vacciné à vie. C'est curieux. Alors, vous avez là une question qui était extrêmement intéressante. D'abord, la première chose est que les vaccins ne reconnaissent pas tous le même type de motif extérieur. Essentiellement, un vaccin, c'est de reconnaître quelque chose qui dépasse dans l'agent qui vient vous infecter. Alors, en fait, la réponse qu'on va construire contre cet agent, et en particulier quand on vous vaccine, va dépendre du lieu et de la façon dont on l'injecte. Et en fait, on s'est rendu compte assez récemment que dans pas mal de cas, le fait de faire des injections intramusculaires ou intradermiques, etc., est beaucoup moins efficace que si on faisait des vaccins qui passent par la muqueuse. Alors, par exemple, justement, pour la grippe, ce serait idéal, en fait, d'avoir un vaccin qui passe par le nez plutôt que de le faire injecter. Et donc, en fait, c'est ce qui explique, comme le vaccin n'est pas injecté de la meilleure manière, en fait, il perd son effet assez rapidement. D'autres, comme c'est le cas de la poliomyélite, par exemple, sont des vaccins vivants atténués. Et là, alors, au contraire, ils prennent la bonne voie, ils passent par la voie muqueuse. Et alors là, la mémoire peut rester extrêmement longtemps. Donc, en ce qui concerne la varicelle, moi j'ai l'impression que c'était musculaire. On n'est pas protégé, même si on l'a reçu il y a quelques... le vaccin, je ne sais pas. Ça, honnêtement, la varicelle... de mon temps, on l'attrapait, donc on était vaccinés. Ou peut-être pas la varicelle, la variole, pardon. Ah, la variole. La variole qui est censée avoir disparu. Nous, on est protégé parce on est protégé pour la variole environ 20 ans, et il reste des cellules mémoire assez longtemps. Donc c'est pour ça que la variole, si je me rappelle bien, on vous vaccinait à la naissance et on vous vaccinait au service militaire. Ah. Et les femmes... Oui. Et sinon, une toute dernière, en ce qui concerne les pandémies dans l'histoire de l'humanité, comment se fait-il que dans ces grands empires où les gens étaient connectés, comme les empires romains, les empires perses, où les gens passaient dans des grands territoires, est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir entendu parler de pandémie? Pour quelle raison? On a l'impression que c'est une maladie des temps modernes. Oui, c'est un peu vrai. C'est lié aux grandes concentrations humaines, parce que effectivement l'Empire romain existait, mais les réunions d'un très grand nombre de personnes, le métro, c'était pas imaginable. Si vous prenez le métro à 6h du soir, vous voyez bien que c'est quand même un foyer de contagion absolument gigantesque. C'est quelque chose. Donc c'est plutôt ce genre de pratique. Les concentrations urbaines actuelles n'ont que très très peu d'équivalent dans l'histoire. C'est probablement pas du tout. On vit les uns sur les autres. Et en plus, pendant très longtemps. Alors ça, c'est un point qui n'est pas bienséant politiquement, donc je ne sais pas si je peux vraiment le dire, mais nos pratiques sociales étaient extrêmement régulées par la coutume. De nos jours, on fait n'importe quoi. Et c'est très simple, si on réfléchit un peu, les portes d'entrée des virus deviennent absolument gigantesques. Et à cet égard, en particulier puisque c'est un domaine où effectivement les virus se répandent très facilement, la sexualité est un problème très sérieux du point de vue médical, mais c'est curieusement censuré, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le dire, ou à peu près, et on peut prédire que dans pas mal d'endroits, le nombre des cancers de la face, de la bouche, vont augmenter dans des proportions considérables, je peux vous dire. Et ça, on peut le relier à des changements de comportement humain récents. Donc ça, c'est en soi assez intéressant. Et un certain nombre de pays ont déjà réagi, l'Australie, mais la France pas. Les virus, les papillomavirus se répandent. Il y a herpès plus papillomavirus se répandent extrêmement rapidement et sont cancérigènes. Bon, donc. Mais effectivement, il n'est pas bienséant de dire ce genre de choses. Bon. Alors sur les populations des grandes villes, effectivement, de toute l'histoire
de l'urbanisation planétaire, donc depuis 5000 ans avant Jésus-Christ en gros, jusqu'à 1800, il n'y a eu que 4 villes dont la population a peut-être avoisiné le million d'habitants. C'est Rome à son apogée, Bagdad à son apogée, Constantinople à son apogée, et Xi'an au Chine. Et c'est tout. Et il faut bien comprendre en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, et là pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, c'est pas le thème de la journée, que par exemple Rome, qui a peut-être eu 900 000 voire 1 million d'habitants, est passé à 17 000 quelques siècles plus tard, pour aujourd'hui arriver à nouveau à 3 millions, avec l'ère urbaine romaine. Donc tous ces mouvements-là sont aussi excessivement intéressants à suivre, bien sûr. Et ce serait pas mal de voir comment la santé et les épidémies, comme vous le disiez très justement, participent ou non à ces variations graphiques. Une autre question est la nature exacte des agents pathogènes des épidémies passées est souvent un peu difficile à comprendre. Oui, il y a eu quand même un progrès dans l'hygiène très remarquable. Nous n'avons presque plus de parasites. Ça, c'est absolument clair. La peste était quand même essentiellement propagée par des puces, et ça voulait dire qu'on était infecté par des puces. Et d'ailleurs, les gens qui travaillaient dans les métiers associés au cheval n'attrapaient pas la peste parce qu'ils ne se lavaient pas. Et donc, ils avaient l'odeur du cheval, et la puce du rat ou la puce de l'homme déteste l'odeur de cheval. Ah bon, bah, je vais changer mon comportement. D'autres questions ou peut-être encore une petite question sur la vaccination ou les vaccins. Ah oui. Oui, comment expliquer sur le plan médical le fait que maintenant il y a de plus en plus de produits qui regroupent plusieurs vaccins, 3, puis 5, puis 8. Et puis, lié à cette question-là, est-ce que c'est surtout une affaire commerciale, une affaire de laboratoire, autrement dit, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour regrouper comme ça plusieurs produits? La raison principale n'est pas commerciale. Enfin, il y a deux raisons. Il y a une raison qui est liée tout simplement à la facilité de la chose. Si on doit vous vacciner indépendamment un grand nombre de fois, ça veut dire que vous allez voir votre médecin un grand nombre de fois. Ça, c'est clair qu'on a intérêt à regrouper les choses. Mais d'autre part, il y a un effet adjuvant, le fait d'avoir, qui augmente la réponse immunitaire quand on associe un certain nombre d'éléments. Donc là, il y a un choix assez compliqué. D'ailleurs, j'avoue que je ne sais pas du tout comment il est fait techniquement pour savoir qu'est-ce qu'on va associer avec quoi. Ça, c'est clair. Mais pendant très longtemps, les maladies infantiles, quand c'était rougeole, varicelle, oreillon, chacun les attrapait dans son temps, etc. Maintenant, on a tendance à vouloir regrouper le tout en un vaccin. Ça, c'est assez compréhensible, plutôt que de faire aller crier le marmot un grand nombre de fois chez son médecin. Ces derniers temps, le mois de janvier, je crois encore, on a dû abattre des milliers, des dizaines de milliers de volatiles, justement des oies et des canards dans le sud-ouest. Alors, on n'a pas eu, entre parenthèses, on a eu l'information là-dessus avec, pas d'explication vraiment sur, comment dirais-je, la proximité. Enfin, voilà. Non, je pose ma question autrement. Alors, ça veut dire quoi en termes d'épidémie et de passage éventuel à l'homme à un moment donné par certains mécanismes? Oui, alors là les choses sont finalement assez simples. C'est principe de précaution. Quand on a et c'est lié à nouveau à la densité. Quand on a un élevage extrêmement dense d'animaux qui sont infectés, souvent d'ailleurs pas de façon très grave, eux-mêmes ne sont pas très gravement infectés, ça crée des aérosols extrêmement importants qui vont un peu partout. Il est clair que les gens qui s'en occupent ont une probabilité non négligeable d'attraper la maladie. Alors, quand ils attrapent la maladie, il y a des cas identifiés chaque année. Le problème, c'est que quand le virus commence à se multiplier chez un individu qui n'est pas l'oiseau initial, le virus mute très rapidement. Et ces mutations sont adaptées à l'hôte, donc au nouvel hôte. Donc l'être humain qui a été infecté peut lui-même devenir une source, et là, ça devient une source beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Donc c'est souvent des effets à 1, 2 ou 3 effets, des effets de cliquet, disons. Donc par précaution, on détruit absolument tout, ce qui est d'une certaine manière, assez monstrueux. Si on avait des élevages plus petits, etc., on en tuerait moins, ce serait plus isolé. Bon.
voit le problème. Ça, c'est vraiment lié à l'industrialisation des élevages. Ah oui, oui. Disons, quand on est dans une grande densité d'un virus peu infectieux qui crée des aérosols énormes, là, on est infecté par... je veux dire, on inhale un très 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 grand nombre de particules virales, et la probabilité qu'il y en ait un qui commence à s'introduire et à se multiplier augmente très vite. Et à ce moment-là, à partir du moment où il se multiplie dans les cellules humaines, il va donner une descendance qui est différente de ses parents, et cette descendance peut, il faut se rendre compte que les virus, quand ils se multiplient, donnent des centaines de milliards de particules. Donc ça fait un nombre de variants absolument extraordinaire. Donc le danger est vraiment là. Le danger, c'est la seconde infection. C'est lorsqu'on aurait une infection, non pas d'oiseau à homme, mais d'homme à homme. Hein, là, ça deviendrait vraiment dangereux. Oui. Est-ce que le milieu aqueux, c'est-à-dire les mers, les lacs, sont compatibles avec l'existence des virus? Ah oui. Est-ce qu'il y a des grippes de poissons? Alors, non, ce ne sont pas des grippes, mais alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Si on regarde les océans, les lacs, etc., ils sont absolument massivement remplis de virus, de toutes sortes. Alors, ce sont surtout des virus qui infectent les bactéries, qui infectent aussi des organismes unicellulaires, mais c'est absolument monstrueux. L'ADN couvre le monde de façon absolument massive dans tous les milieux aquatiques. Mais il n'y a aucun danger pour nous de manger des poissons qui sont remplis de virus? Les poissons, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le danger est d'autant plus grand que les choses sont... que les êtres qu'on côtoie sont plus proches de nous. Les poissons sont assez éloignés, donc en fait les dangers sont... Et la farine de poisson qu'on donne aux vaches? Non, mais c'est la même chose. Les poissons et vaches, c'est très loin, donc la probabilité qu'un virus de poisson, disons, passe à des vaches est très faible. Merci bien. Juste une dernière information, parce que quand même, il ne faut pas oublier Kim, c'est d'ailleurs le réalisateur. Donc je voulais préciser que ce réalisateur coréen est né en 1961. Il a fait son premier film en 1978. Et puis, il a fait plutôt de la télévision. Il a eu énormément de difficultés à tourner et à se faire connaître. Et effectivement, il commence à être connu à la fin des années 90. Et avec Pandémie, là, il a une notoriété planétaire. Voilà. Donc, alors depuis, il en a fait 2 autres qu'on passera peut-être une fois. Et il a toujours le même musicien aussi pour la même musique de film. Là, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de rentrer dans le détail des plans, des séquences, etc. Donc, merci à tous. Et puis, rendez-vous. On est en février, oui, c'est ça. Donc, rendez-vous au premier mardi de mars pour Alphaville avec Thierry Jousse, qui a dirigé les Cahiers du cinéma pendant longtemps. À très bientôt et bonne soirée.